Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à tous, bienvenue dans le Chant du Coq, le journal du mondial de Midi Olympique. J-1 avant France-Uruguay et donc une large page consacrée à notre 15 de France ce matin avec l'éclairage de notre envoyé spécial et les dernières infos sorties du groupe. De l'humeur avec le directeur de la rédac de Midi Olympique, un décryptage sur l'imbroglio autour des hymnes nationaux avec l'auteur du bouquin Rugby en chœur, des news toutes fraîches et le témoignage d'une légende, Dimitri Yachvili. Et avant de retrouver notre envoyé spécial à Lille auprès des Bleus, écoutons sans plus attendre un homme heureux. Très fort pendant ces 6 mois, je me suis donné la chance de revenir et aujourd'hui revenir pour ce match de Coupe du Monde en étant capitaine, c'est une énorme fierté pour moi et je ferai tout pour amener mes coéquipiers vers la victoire. C'est donc dans la région lilloise que le 15 de France d'Anthony Gelon que l'on vient d'entendre a pris ses quartiers depuis hier et c'est donc dans le Nord qu'on retrouve Arnaud Beurdelet, envoyé spécial Midi Olympique pour suivre les Bleus et nous rapporter toutes les infos fraîches. Salut Arnaud, ça va ? Salut Thomas, très bien, merci. Arnaud, Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France, a livré hier la compo de l'équipe qui affrontera donc demain soir à Lille l'équipe d'Uruguay. Bonne nouvelle, c'est le retour d'Anthony Gelon et en plus avec le Capitana. Raconte-nous comment ça s'est passé tout ça. Ouais, écoutez, tenez-vous bien quand même. Son dernier match, Anthony Gelon, c'était le 26 février dernier. C'était lors du France-Écosse du tournoi de destination et ce jour-là, rupture des ligaments croisés du genou gauche. On pense alors, tout le monde le pense, que sa Coupe du Monde est terminée, d'ores et déjà terminée. Et finalement, une course contre la montre débute, opération le 6 mars, rééducation à Montpellier dans la foulée, avec notamment le manager santé des Bleus, Bruno Boustagol. Et puis fin juin, finalement, il est prêt et le 21 août, il figure dans la liste des 33 du sélectionneur Fabien Galtier. 6 mois quasiment jour pour jour, un petit peu plus de 6 mois après donc sa blessure, il sera capitaine un jeudi soir pour mener le 15 de France vers la victoire. Cette blessure, elle m'a fait grandir, a-t-il dit hier en conférence de presse. Il a aussi confié que le sélectionneur Fabien Galtier lui avait accordé une énorme confiance. Tu choisis le match que tu veux jouer, lui a dit Fabien Galtier. C'est dire l'importance d'un joueur comme Anthony Gelon dans le groupe, un joueur précieux et à fort caractère. Et je vous cache pas qu'à Midi Olympique, on est quand même très très heureux de revoir Anthony sur la pelouse jeudi soir pour évidemment une rencontre qui n'aura pas la saveur de celle de vendredi dernier, mais qui comptera tout autant. À part ça, Arnaud, Fabien Galtier a opéré une large rotation dans son 15 de départ. 3 joueurs seulement étaient déjà titulaires au coup d'envoi contre les All Blacks, Woki, Villiers, Moefana. Et ce ne sont pas les 3 qui se sont le plus illustrés lors de ce match d'ouverture. Est-ce que c'est une chance supplémentaire de faire leur preuve ou alors est-ce qu'il y a une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête sous forme de la dernière chance pour le match de demain soir ? Ouais, Thomas, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Ces 3-là, Cameron Woki, Gama Villiers et Yoram Moefana, ne sont pas les 3 joueurs qui ont le plus brillé vendredi. On ne dit pas qu'ils ont été mauvais, au contraire. Gama Villiers a été excellent en défense, mais il n'a pas brillé en attaque, par exemple. En tout cas, ces 3-là sont peut-être ceux qui peuvent se retrouver sous la menace de la concurrence. Maintenant, le sélectionneur, notamment pour justifier la présence de Yoram Moefana, a parlé de dynamique d'équipe, mais aussi d'association qu'il voulait voir. Donc, plus qu'à Woki, Moefana et Villiers doivent convaincre, en tout cas jeudi soir, et se montrer sous un meilleur jour. À noter par ailleurs, Thomas, que ce match jeudi soir va marquer un record pour un joueur de l'équipe de France. En effet, le jeune ailier Louis Biel-Biarret, titulaire jeudi soir, donc face à l'Uruguay, va devenir le joueur le plus jeune à porter le maillot de l'équipe de France en Coupe du Monde. Il n'a que 20 ans et 87 jours. D'ailleurs, il est encore étudiant, Thomas. Il aurait dû, ce mois de septembre, passer ses examens. Bon, là, c'est raté, partie remise. Mais on est à peu près sûr quand même que ses professeurs ne lui en voudront pas, surtout s'il revient, j'imagine, avec la Coupe du Monde dans la poche. Non, et puis il aura droit évidemment à une séance de rattrapage, bien évidemment. Merci beaucoup Arnaud Beurdelet, donc envoyé spécial Midi Olympique au plus près des Bleus, donc dans le nord de la France. Merci beaucoup Arnaud, merci à toi. C'est donc dans la région lilloise que le 15 de France a posé ses valises, un hôtel que connaissent bien d'autres Bleus, ceux du foot, à Marc-en-Barreuil, tout équipé avec un resto adapté aux besoins de sportifs de haut niveau, des équipements sportifs et un accès raccourci pour le stade Pierre-Mauroy où la bande à Gelon effectuera son dernier entraînement aujourd'hui à 11h. Voilà, vous savez tout
de l'actualité du 15 de France. On passe tout de suite à l'édito du jour. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Et c'est donc le directeur de la rédaction de Midi Olympique qui nous fait le plaisir d'être avec nous en ce mercredi matin. Un directeur, Emmanuel Massicard, qui a pris un petit peu froid, semble-t-il. Salut Manu. Ouais, c'est un comble en période de canicule, mais j'ai perdu ma voix. Peut-être à trop crier derrière les Bleus, je sais pas. C'est bleu en tout cas, Manu, on va en parler ensemble, puisque tu voulais mettre l'accent ce matin sur le début d'un Tour de France de l'équipe de France. Un Tour de France qui commence demain soir donc à Lille et qui va voir donc les hommes de Fabien Galtier partir de ville en ville pendant ce premier tour. Ouais, exactement. C'est pas simplement anecdotique, hein. On a vu les Rockstars remporter le Stade de France vendredi dernier face aux All Blacks et finalement, la bande à Galtier, la bande à Dupont débarque en province et elle commence par Lille. Alors, c'est une très très bonne chose pour moi de voir cette équipe de France quitter Paris et le Stade de France, même si on le sait tous, le Stade de France permet de plus grandes recettes. Là, l'équipe de France vient devant son public et elle dépasse aussi son public, son cadre habituel évidemment, en se projetant vers le nord. C'est un territoire de conquête. On sait que le travail qui est effectué depuis des années et des années dans les ligues régionales qui ne sont pas celles, les bastions habituels du rugby, est très très important. Lille est aussi devenue une terre de rugby. Il y a un fort ancrage là-haut chez les filles et chez les garçons. Et c'est très bien d'y voir l'équipe de France jouer. Il faut espérer que l'héritage de la Coupe du Monde passe par toujours plus de licenciés et ça passera également par ces territoires. C'est tout ce qu'on attend en tout cas, et ce Tour de France, donc on le rappelle, il commence demain, stade Pierre-Mauroy, à guichet fermé pour ce France-Uruguay. C'est la preuve effectivement que l'engouement, est-il besoin de le rappeler, est total derrière ce 15 de France. Merci Manu, prends soin de toi, petit strepsil, et on se retrouve très vite dans le Chant du Coq. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. C'était attendu et la décision a été prise hier par l'organisation en concertation avec le ministère des Sports. Les hymnes chantés en canon par les chœurs d'enfants, c'est fini ou presque. Avant chaque match, les fédérations auront donc le choix entre ces versions-là que l'on a entendues lors du premier week-end de jeu et les versions classiques de leur hymne national. Et dans le Chant du Coq ce matin, je reçois Guillaume Herbert, auteur de Rugby en chœur aux éditions Amphora. Salut Guillaume. Bonjour. Guillaume, explique-nous un petit peu, toi qui as été immergé dans ce sujet-là, ce que représente un hymne national comme ça pour un joueur de rugby. Ça soude, ça fédère. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Que t'ont-ils raconté par rapport à ça? Oui, mais c'est exactement ça. Ça soude et ça fédère les joueurs. Et c'est aussi un moyen de prendre un peu la température du stade où on joue. Alors quand c'est à domicile, ça permet aussi de sentir le soutien populaire. Donc c'est vrai que c'est le dernier moment un peu de cohésion où on peut un tout petit peu lâcher prise avant le match et un peu profiter de l'ambiance. Donc c'est vrai que c'est un moment quand même essentiel pour les joueurs pour finir de rentrer dans leur match. On espère qu'ils le sont normalement un petit peu avant, mais et pour vraiment sentir le pouls du stade et voir à quel point ça va être le feu, quoi. Alors du coup, on l'a vu dès vendredi soir, un tollé, donc suite à cet hymne national, à cette Marseillaise chantée en canon. Par la suite, c'est des ex-internationaux qui ont protesté un petit peu contre ce format d'hymne chanté par les enfants en chœur. Selon toi, pourquoi un tel tollé? Qu'est-ce qui a tant dérangé que ça, aussi bien les anciens joueurs que les joueurs actuels par rapport à ces hymnes-là? Qu'est-ce qui manquait du coup? Je pense que ce qui est dommage, c'est qu'on l'attendait depuis 4 ans en fait, cette Marseillaise. Et qu'on avait fait des tests et on avait trouvé enfin la bonne et la formule parfaite. C'était de finir a cappella, on avait un peu copié sur l'Écosse, et c'était donc de couper la musique au milieu de l'hymne et de finir a cappella, ce qui permettait d'éviter, puisque nous on se plaint des enfants qui chantent en canon, mais nous d'habitude, je vous fais remarquer qu'on chante toujours en canon, mais alors c'est pas voulu, c'est parce qu'on finit toujours décalé entre la musique, le stade, les joueurs, c'est toujours un peu une cacophonie sans nom. Et là, en fait, on avait trouvé la parade, c'était de couper la musique et on finissait tous ensemble et c'était très fort.
Et là, c'est vrai que du coup, tout le monde s'attendait à quelque chose de très puissant. Voilà, on jouait enfin la Nouvelle-Zélande dans notre ouverture de notre Coupe du Monde, et ça a fait un petit peu pchit, quoi. Donc je pense que c'est ça qui a frustré tous les gens et même les joueurs. En fait, on avait un peu l'impression, sans que ça les perturbe pour autant, mais on avait un peu l'impression qu'ils savaient plus trop quoi faire. Merci pour cet éclairage. Merci beaucoup Guillaume Herbert, donc l'auteur de Rugby en cœur, dédié aux hymnes nationaux, à leur analyse et à leur histoire, donc aux éditions Amphora. Merci pour cet éclairage Guillaume. Et avant d'ouvrir la boîte à souvenirs, complément d'infos Coupe du Monde et cette belle histoire pour Lino, jeune supporter français victime d'une arnaque au faux billet pour le match d'ouverture. Après avoir fait 6 heures de route avec son papa, il s'est vu refuser l'entrée du Stade de France et c'est l'international australien James O'Connor, présent sur place, qui lui a permis de rentrer dans le stade et d'assister au match. Ce dernier a partagé une photo toute mignonne hier sur son Instagram. On va pas s'en cacher, c'est la classe. Autre belle image, celle des Irlandais en visite auprès des enfants malades de l'hôpital de Clocheville de Tours. Une visite avec distribution de sourires, d'autographes et de maillots qui a ravi les enfants comme le personnel hospitalier de cet hôpital